Pour plus de vidéos replay, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci pour cette deuxième partie de soirée d'Info d'être avec nous donc. Et toutes mes excuses pour cette voix délicate. Avec moi, Barkaba, pour présenter cette émission. Barka, bonsoir. Bonsoir, Abdoulaye. Alors, professeur, comme je dis, toutes mes excuses pour la voix. Sinon, vous êtes le professeur Cherlo, biochimiste. Vous êtes biologiste, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les chiffres du jour sont encore effarants, avec 10 morts. Comment est-ce que vous pouvez comprendre avec la vaccination, comme seul issue en tout cas pour plusieurs experts en la matière, que les gens soient encore réticents au Sénégal face à la vaccination? Bonjour Pablo Laider, bonjour Barkaba. Merci pour l'invitation. Donc comme vous l'avez dit, je pense que c'est vraiment le lieu d'en parler. Parce que vraiment c'est le moment de s'inquiéter, je pense, si je peux ainsi dire. Parce que si vous voyez l'évolution de la maladie depuis le début, à un certain moment on pensait qu'il y avait une réduction, on avait atteint même le pic, ce qu'on pensait. Mais aujourd'hui avec ce qu'on voit, on dirait qu'il y a un nouveau pic donc. Donc une maladie qu'on ne comprend pas réellement. Et depuis le début, vraiment ce qu'on aurait souhaité pour cette maladie-là, c'est de trouver un moyen curatif, c'est-à-dire un moyen qui permettrait donc de le soigner, donc pour les patients qui ont déjà eu la maladie. Et si on ne peut pas trouver un moyen curatif, au moins trouver un vaccin. De sorte que ceux qui ont la maladie, si on parvient à les guérir, ils ne contamineront pas les autres. Et ça, il n'y a que le vaccin qui devait être donc la solution. Attendu. Bon, vraiment, on ne s'attendait pas aussi à avoir un vaccin aussi rapide. Ou bien à proposer même des vaccins à ce délai-là. Parce que bon, si on se base sur l'évolution de la médecine, sur la création de vaccins, c'est un processus qui est assez long. Justement, d'où beaucoup de suspicions. Exactement. Ce qui a amené même surtout les suspicions. Sur le monde de ceux qui connaissent même, je dis bien. Je ne parle même pas de ceux qui ne connaissent pas, mais ceux qui connaissent même. Parce que si vous voyez parfois les thèses que vous entendez venant des autres pays, souvent c'est les connaisseurs qui parlent. Donc, d'abord, il te faut un prototype, qu'on appelle un prototype vaccin, que vous allez amener au laboratoire, vous le testez sur le microbe en tant que tel, pour voir est-ce que réellement il y aura des résultats ou pas. Si jamais vous trouvez des résultats, vous demandez une production pharmaceutique sur ce produit-là que vous avez utilisé. Ça peut être un produit issu, donc que vous avez synthétisé vous-même, venant des animaux ou bien venant des végétaux. En tout cas, un produit qui a agi sur le microbe, le virus en tant que tel, et qui a eu des résultats. Si jamais ça a marché, maintenant, vous faites les tests sur les animaux. Les tests sur les animaux peuvent prendre parfois des années. Et si ça marche, vous demandez maintenant l'autorisation réglementaire. Et c'est l'autorisation réglementaire qui te permettra de faire des essais sur l'humain en tant que tel. Et si les essais sur l'humain ont eu un pourcentage maintenant qui est le pourcentage attendu, en ce moment-là, vous avez le droit maintenant de demander d'enregistrer votre vaccin et commencer à le produire. Si on se base sur les types de vaccins venant des virus qui ont été produits, je peux dire que celui qui a pris le record d'une production aussi rapide, c'est l'Orion. On l'a produit en 4 ans. Vous avez vu? Si vous prenez par exemple la poliomyélite, on l'a produit en 7 ans. Le virus rougeole, son vaccin, on l'a produit en 9 ans. Le papillomavirus humain, on a pris 15 ans pour le produire. La varicelle, 34 ans. On est là presque 36 ans à courir pour un vaccin pour le sida, on ne l'a pas encore. Et pour le coronavirus, 12 mois, on nous dit qu'il y a une production de vaccins. Donc là, ça paraît étonnant sur beaucoup de personnes. Bon, oui. Mais justement, comment vaincre ce scepticisme-là de manière très concise et pédagogique, montrer aux sceptiques, à ceux qui ont des doutes, qu'il a été possible de développer ces vaccins salvateurs, on l'espère, en si peu de temps. Voilà. Donc bon, moi je ne dirais pas que on serait là appelé à les conseiller, à leur dire que c'est ça, il faut l'accepter. Mais essayons de leur montrer un peu ce qu'ils ont fait pour produire le vaccin là. Est-ce que réellement, chacun d'entre eux maintenant sera libre de faire son choix, de dire est-ce que réellement je dois y croire ou bien je ne dois pas y croire. Parce que c'est une logique très développée même qui a été mise sur place. Parce que ce qu'on connaissait des vaccins jusque-là, c'était le virus atténué, vivant. C'est-à-dire on prend le microbe
qui est vivant et on l'atténue, c'est-à-dire qu'il n'a plus de force. Et on l'ingère dans l'organisme et l'organisme ne le connaît pas. Il va fabriquer des anticorps pour se battre avec lui alors que l'élément n'a pas de force. Vous le gagnez rapidement et vous avez les anticorps. Les éléments de défense restent dans l'organisme. Ça, c'est la méthode que l'on connaissait. Si tel n'est pas le cas, vous faites ce qu'on appelle le vaccin sous-unitaire. C'est-à-dire quoi? Je ne prends pas le virus en tant que tel, mais je prends ses empreintes, c'est-à-dire la carte d'identité du virus. Si c'était une porte, j'allais dire la serrure. Ce sont les récepteurs ARN. Hein? Non, c'est pas encore le matériel génétique même, mais c'est-à-dire c'est les récepteurs qui sont sur le virus là, qui permettent de le reconnaître. Parce que les cellules de notre organisme, chacun d'entre eux a ses récepteurs qui permettent de les connaître et se connaissent entre eux. Tout élément qui n'a pas ces récepteurs là, on le considère comme un élément étranger, on va l'attaquer. On prend donc les récepteurs, on les cultive au laboratoire et on les insère au niveau de l'individu. Et l'individu ne les connaît pas, il va fabriquer les anticorps, croyant que c'est un élément qui est dangereux. Les anticorps resteront dans l'organisme. Cette méthode-là aussi, on l'utilise. L'autre méthode, c'est quoi? Ce qu'on appelle le vecteur viral. On prend un virus et on fait de sorte que ce virus ne peut plus se multiplier. On ingère le matériel génétique du microbe là-dedans. De sorte que maintenant, les éléments vont l'attaquer, les anticorps, et là aussi, le processus est réussi. On l'a essayé aussi ça aussi. Mais ce qui est venu nouvellement pour ce vaccin-là, on ne l'a jamais fait. Depuis que le monde est monde en termes de vaccins, on l'a essayé, mais c'est la première fois que l'on a essayé des vaccins à ARN, comme vous le dites, ou ADN. Qu'est-ce que j'appelle l'ARN? Le matériel génétique que nous avons, nous tous, qu'on appelle le patrimoine génétique, c'est de l'ADN. C'est l'ADN qui me permet de fabriquer de l'ARN, et l'ARN donne les protéines. Ce type d'ARN, on l'appelle l'ARN messager, parce qu'il prend le message contenu dans l'ADN de mes cellules. Maintenant, s'il fabrique la protéine, c'est la protéine qui me donne les caractères. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, la forme qu'il a, donc de sorte qu'on l'appelle par l'ADN ou tel, c'est grâce aux protéines qui a été fabriquées à partir de ces gènes qu'il a hérité de ses parents. Ça, c'est un mécanisme que l'on comprend. Ils se sont dit maintenant, ce que l'on va faire, c'est quoi? On va essayer de tromper le système. On va fabriquer nous-mêmes notre ARN messager du virus qui est le coronavirus. On va le fabriquer. Et quand on va le fabriquer maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'insérer dans l'organisme. Et l'organisme lui-même va prendre cet ARN message et va fabriquer la protéine qu'on appelle le coronavirus. Et quand il le fabriquera, les défenseurs de l'organisme l'attaqueront, essaieront de le tuer, et s'ils le tuent, les anticorps seront dans l'organisme, on dira que l'individu est immunisé. Cette méthode-là, on ne l'a jamais essayée. Et c'est ce que c'est ce que certains ont fait. Si vous prenez BioNTech et Pfizer, c'est ce qu'ils ont fait. Si vous prenez Moderna, c'est ce qu'ils ont fait. Ces deux-là, c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, les gens commencent à se poser des questions. Comment on peut prendre de l'ARN, l'insérer dans l'organisme et demander à l'organisme lui-même de fabriquer les virus et demander à l'organisme de fabriquer ses soldats pour l'attaquer. Si jamais les soldats l'attaquent et ne le tuent pas, qu'est-ce qui se passe? Ça sera un problème. Parce que là, si le combat n'est pas gagné, ça pose problème. Eux, ils ont fait des tests disant que le pourcentage de réussite qu'ils ont eu est assez élevé. Donc, ils ont le courage de l'essayer sur l'individu humain pour que lui-même, il fabrique le virus, coronavirus. C'est-à-dire, on te fait prendre le microbe. Mais tu le fabriques toi-même à partir de l'ARN messager et ce microbe-là, tu fabriqueras tes anticorps qui vont l'attaquer et s'il le gagne, tu as les anticorps qui sont en toi. Et ils sont à un taux de réussite de combien? 95%. 94 à 95% Pfizer. Même le Moderna aussi a eu plus de 80%. C'est ce qu'ils ont dit. Donc d'après les résultats qui ont été... Et pour vous, c'est rassurant? Parce que bon, ils ont commencé les essais aux États-Unis, ils ont commencé à insérer, ils ont même vacciné les personnels enseignants, ils ont commencé, et certains corps donc médicaux, ils ont commencé à les vacciner, ils ont utilisé ce vaccin-là. Alors, et les cas de décès enregistrés en Norvège? Voilà. Vous voyez que... Des personnes du troisième âge, certes, mais quand même c'est pour une cela, trentaine de décès. C'est pour cela que je dis que la question se posera et on sera obligé de le poser. C'est-à-dire, dès qu'on utilise le génome humain, c'est-à-dire on insère... Mais il serait bien, si vous le permettez, professeur, de préciser le nombre de décès qui peut alerter, parce que... Une trentaine, il y en a une trentaine sur une population de combien de dizaines de milliers ou de millions qui ont reçu le vaccin. Parce que c'est pour cela... Le risque zéro n'existant nulle part. Parce que ce n'est pas une donne qu'on peut comprendre, qu'il y ait malheureusement quelques dégâts collatéraux. Exactement. Même les vaccins... peut-être souffrant de comorbidité. Exactement. Même les vaccins que nous utilisons tous les jours, il y en a qui souvent causent des dégâts de ce genre-là. Et pourtant, on est habitué à ces vaccins-là. Ça arrive. Le risque zéro, comme il a bien dit, n'existe pas. Mais il y a toujours cette question que l'on est obligé de poser. C'est-à-dire, au moment où l'on touche le génome, c'est le matériel génétique qui fabrique la chose. Je me dis, est-ce que tous les individus vivant sur tous les milieux dans le monde où nous sommes ont le même génotype et ont les mêmes capacités de fabriquer les virus? C'est la question qu'on se pose. Nous tous, je pense qu'on a constaté que quand le virus est venu, il a fait plus de dégâts dans certains pays que dans d'autres.
Ça, on le sait. C'est pas parce que ces pays n'ont pas de plateau médical sophistiqué ou autre, souvent même c'est eux qui en ont plus. Et pourtant, ce sont eux qui ont souffert plus. Oui. Je me dis, pourquoi certains des organismes que l'on peut citer comme les Africains ou autres ont eu plus de chances de résister à ce virus par rapport à d'autres? Ce même mécanisme qui s'est produit, mais c'est fort probable, bien c'est bien possible qu'il se fasse aussi sur la fabrication de ce de cet anticorps-là. Mais justement, oui. Par rapport à la résistance des Africains, on touche du bois, jusque-là, est-ce que vous avez, vous, une explication convaincante? Bon, il y a beaucoup d'explications qui ont été proposées. Il y a même beaucoup d'écrits, j'allais dire, même là-dessus, des publications qui ont été faites. Déjà, depuis très longtemps, on avait des publications qui disaient que ceux qui sont familiers à notre ancêtre qu'on appelle l'homme de Néandertal, qui était en Asie, qui ont les gènes de cet individu-là, souvent c'est les Asiatiques et les Occidentaux. Et ceux-là, on a vu que ce sont eux qui ont été plus exposés à cette maladie par rapport aux autres qui n'en ont pas, et c'est les Africains. C'était l'inverse sur la peste, quand il était là. C'est les Africains qui étaient plus exposés parce qu'ayant ces gènes-là par rapport à l'autre. Parce que la capacité que l'individu a à fabriquer des anticorps, à fabriquer des génomes, des éléments venant de son gène, dépend de l'individu lui-même qui est-il. Et qu'est-ce qu'il a comme capacité et qu'est-ce qu'il utilise comme élément pour fabriquer. C'est pour cela que je dis que même quand on fabrique un vaccin Pfizer ou Moderna fabriqué aux États-Unis, donc testé sur une population bien donnée, parce qu'ils ont un taux de mortalité très élevé et tout, nous devions avoir notre Pfizer à nous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, ce Pfizer-là, testé sur les Blancs et testé sur l'Africain, la réaction que l'on attend. Est-ce que ce sera la même chose? Selon vous, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir notre Pfizer à nous? Bon, c'est-à-dire... Quels sont les gros obstacles actuellement sur le plan de la recherche scientifique qui font que le Sénégal n'est pas à jour? Bon, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de bons chercheurs. Parce que même dans les laboratoires les plus évolués du monde, si vous y allez, souvent vous y trouvez des Sénégalais. Donc les têtes ne manquent pas. Les moyens, n'en parlons pas, nous tous, je pense que nous le savons. Les moyens manquent dans ce pays où nous sommes. Sur le plan de la recherche, sur la production des médicaments et autres. La majeure partie des médicaments que nous utilisons aujourd'hui, c'est des médicaments venant d'autres pays. Et pourtant, même dans ces pays-là, vous y allez, vous voyez que c'est les Sénégalais même qui ont la capacité de le faire. Et si jamais, je vous dis, si on avait installé ici une industrie pharmaceutique qui produit des médicaments appartenant à tel pays européen ou autre, et on recrute des Sénégalais, vous allez les voir faire la chose de façon très facile même. Parce qu'ils ont la capacité de le faire. Donc, là, comme vous le dites, c'est un investissement à faire dans ce domaine-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser cette tendance, justement, qu'on ne soit pas éternellement des consommateurs de produits venant d'Occident? Bon, très simple, l'histoire a été très longue. Aujourd'hui, je pense, récemment même, on a parlé de Diary Sow. On a dit qu'il était là, meilleur élève du Sénégal. Après son bac, il est où? En France. En France. C'est exactement la même chose qui se passe presque chaque année. Chaque année, tout élève ayant eu le bac, avec la manière, mention bien ou très bien, son rêve premier, c'est quoi? Avoir la bourse et aller à l'étranger. Qu'est-ce qui fait que nos universités ne nous assurent pas des formations réelles qui peuvent nous former les meilleurs de nos générations? Pourquoi on les laisse partir à chaque fois? Mais ces élites-là, imaginez s'ils étaient tous là. Et le malheur payé pour un élève durant toute sa scolarité pendant 13 ans, avec des enseignants et tout, avoir ce résultat-là et les exporter. Parce que nous tous, la majeure partie d'entre nous, on se plaint quand on rencontre l'histoire de nos ancêtres, quand ils étaient pris par l'esclavage et autres. Mais aujourd'hui, on le fait d'une autre façon. Il faut qu'on l'accepte. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne prend plus les hommes musclés pour les faire travailler en Afrique ou bien en Amérique du Sud. Mais aujourd'hui, c'est les têtes que l'on prend. Tant qu'on ne croit pas en nous et formons les meilleurs de nos générations et mettre les moyens pour qu'ils nous produisent ce dont on a besoin, mais ces failles-là existeront continuellement. Alors docteur, puisqu'on parle des laboratoires, comment expliquez-vous l'échec de Pasteur qui a finalement abandonné le projet de vaccin parce que les résultats n'étaient pas probants? Pourtant, ce sont des majors, entre guillemets, en la matière. Bon, quoi qu'on puisse dire, parce que même en France, je pense que les vaccins produits par les Français, ce sont les vaccins produits par les Français, mais je veux dire même qui ont été tenus à l'échec. Sanofi et GSK, ce qu'ils ont produit comme vaccin, quand ils ont fait les essais cliniques, ils n'ont pas eu 50% de taux de réussite. Et quand ils n'ont pas eu 50%, et Pasteur est passé officiellement abandonné. Ils ont abandonné. La majeure partie d'entre eux, c'est-à-dire, même Sanofi même a dit qu'ils comptent revenir d'ici la fin de 2021. C'est ça qu'ils ont dit. Eux, ils n'ont pas abandonné. Pasteur, peut-être aussi avec les résultats qu'il avait proposés, espérant avoir un pourcentage assez élevé, là, ça va en plus, peut-être aussi, parfois aussi, il y a des contrôles qui sont beaucoup plus profonds que ça. Parfois aussi, qu'on n'arrive pas à comprendre. Là aussi. Alors, professeur, dites-nous, qui a besoin du vaccin? Bon, le vaccin, moins préventif. Donc, ça dit, c'est pour la prévention contre la maladie. C'est le patient qu'on a testé, je dis bien,
dans son organisme, et on a vu que dans son organisme, lui, il n'a pas le virus. Il ne l'a ni dormant, ni à l'état, donc en train de se multiplier. On peut l'ingérer, donc, le vaccin, si on devait le faire. C'est comme ça qu'on vaccine. Maintenant, le problème qui se pose, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quel vaccin choisir et dans quel pays en fonction des localités où nous sommes. Le vaccin qui est utilisé en permanence aujourd'hui, Pfizer et Moderna, dont vous dites, déjà les conditions d'entretien. Oui, il faut moins 70 degrés. Est-ce qu'on a la logistique? Environ moins 80, moins 70, comme vous le dites, pour Pfizer. Moderna, moins 20 degrés Celsius pour conserver, parce que c'est des ARN et les ARN sont extrêmement fragiles. Et si jamais, durant le transport, vous ne respectez pas ces conditions-là, ce que vous mettez à l'individu, c'est vous qui l'avez appelé le vaccin ARN, mais ce n'est plus le vaccin ARN. Oui, c'est autre chose. En plus, on a cette habitude-là ici au Sénégal. Même les produits alimentaires, quand on les vend venant des pays extérieurs, quand ils viennent, ce que l'on fait, c'est quoi? On vérifie la boîte. Même ceux qui sont calés dans le domaine, ils vérifient la boîte, date de péremption, la composition et tout, point. On a dépassé cette étape-là. On est arrivé à un moment où le produit qu'on te donne, comme ils le font eux, il ne faut pas se limiter sur la couverture. Il faut prendre des échantillons, les amener au laboratoire, vérifier est-ce que réellement ce qui est écrit, c'est réellement ce qui est là-dedans. Alors, professeur, au-delà du choix du vaccin, est-ce qu'il existe actuellement une véritable stratégie pilotée par l'État en ce qui concerne la vaccination, si jamais on devait réceptionner ces vaccins? Bon, là aussi, c'est une question qu'on doit se poser, c'est-à-dire parce que la vaccination aussi, il y a un ensemble de processus qui l'accompagnent. Parce que si vous allez, par exemple, dans les pays qui ont commencé eux, ils ont des outils d'une plateforme informatique, j'allais dire, assez performants. De sorte que les gens qui sont ciblés, si on dit que par exemple on cible les personnes médicales, ils s'inscrivent sur la plateforme. Chacun s'inscrit disant que je vais me vacciner à tel hôpital, tel jour. On te prévoit le rendez-vous et on dira que l'hôpital va prendre tant de personnes par exemple par jour. Il y a pas de, on n'en a pas à se faufiler et autres. Ça c'est déjà un premier point. Est-ce que nous, on est prêts pour ça dans toutes les localités de notre pays? C'est déjà un problème déjà. Et ceci étant, avant de vacciner l'individu, on est obligé de faire des tests de diagnostic sur ce que l'individu véhicule comme maladie. On n'a pas le droit d'injecter le vaccin in subito à n'importe quelle personne sans vérifier qui il est. Dans ces pays-là, chacun d'entre eux a vraiment cette carnet médical où tout ce qu'il a subi comme donc passage à l'hôpital depuis qu'il est là a été inscrit là-dessus. De sorte que même si vous allez dans n'importe quel hôpital, il y a ce code que vous donnez qui permet de dire que vous étiez soigné tel jour, tel, voilà ce que vous avez. On sait qui vous êtes et vous pouvez le prendre ou pas. Ceci, sur ce plan-là aussi, ça pose problème. Et si ce n'est pas réglé, on va injecter ce vaccin à des individus, les effets secondaires viendront. Parce que je ne me dirai pas que tous les organismes auront la capacité de l'accepter d'une même façon. Ça, c'est déjà un autre problème. Et ce que je viens de dire, pour l'effectif ici au Sénégal, on sait ce qui se passe. Ce ne serait pas aussi facile. Qu'est-ce qui se passe? Vu les plateaux médicaux que nous avons. Nous le savons, nous tous. On est dans un pays où, parfois, tu viens à l'hôpital pour faire l'analyse, on te demande d'attendre 3 mois pour avoir les résultats. Ou bien 1 mois après pour avoir les résultats. Et si on devait vacciner dans ces conditions-là, quand est-ce qu'on allait terminer, nous? Mais donc, si on vous suit, professeur, dans votre logique, c'est pas rassurant. C'est-à-dire, même au cas où on serait capable d'avoir ces vaccins-là, on n'est pas encore prêt pour l'administrer. On n'est pas du tout prêt. La logistique que nous avons ne nous donne pas les conditions qui permettent de réaliser ces vaccins dans les conditions que les autres pays l'ont fait. Parce que nous, peut-être, on est en train de copier sur des gens qui ont bien travaillé avant l'arrivée de ceci. Eux, ils ne sont pas mis à construire le vaccin ou bien fabriquer le vaccin seulement pour l'administrer sans se préparer à l'avance. Mais donc, si je vous comprends, vous auriez recommandé le vaccin chinois qui est de 2,8 degrés. Si on devait choisir. Oui, le vaccin, de manière si on devait choisir le vaccin chinois, plus rassurant. Le 2,8 degrés pour le conditionnement. 2,8 degrés d'une part, mais d'autre part aussi, ce n'est pas un vaccin à ARN, mais c'est le microbe lui-même qui a été atténué comme vous dites, et qu'on a ingéré au niveau de l'individu pour qu'il fabrique ses anticorps. Ça vous rassure plus? Mais bien sûr, dans la logique que l'on prend, parce qu'eux, ils ont dit que le pourcentage de réussite qu'il a eu est faible par rapport aux autres. C'est ça qu'ils ont affirmé. Ils ont dit que c'est de près de 80%. De près. En plus, vu l'organisme, mais injecter un virus atténué à un individu, il aura forcément la force pour l'éliminer. Ce n'est pas à lui de fabriquer le microbe en tant que tel. C'est le microbe qui est déjà mort. Il va l'attaquer, il va l'éliminer. Il n'y aura pas de conséquences, ça c'est clair. Qu'il réussisse ou pas, là, il n'y a pas de problème. Il y a moins de risques. Mais là où c'est un virus que vous allez fabriquer vous-même vivant, dans votre organisme. N'avez-vous pas peur, professeur, d'être un peu péremptoire par rapport à
Bon, à l'efficacité de tel type de vaccin par rapport à un autre? bon, l'efficacité des vaccins, comme on l'a toujours dit, nous, on peut se fier que sur les chiffres qui ont été produits. Parce que, bon, aussi, quoi qu'on puisse dire, on se dit que c'est des chercheurs qui ont produit, qui ont fait. Mais là où j'ai toujours le doute, c'est l'efficacité de ce type de vaccin d'une population à une autre. C'est ça mon problème principal. D'une génération à une autre, d'une population à une autre. Parce qu'on ne vit pas dans les mêmes milieux, on n'a pas les mêmes taux de comorbidité et on n'est pas exposé à un même environnement. Et ceux qui me suivent et qui font de la génétique savent très bien que la fabrication d'une protéine à partir de l'ARN messager est souvent accompagnée de mutations. La chose peut changer à tout moment. Et ces facteurs mutagènes-là, souvent, c'est les facteurs environnementaux. Les facteurs qui agissent. Ça dépend de l'alimentation de l'individu, comment il est nourri, qu'est-ce qui se passe dans son organisme, les gènes, comment ils sont. Tout ceci y est. Tout ceci accompagné permettra d'avoir le résultat A ou bien le résultat B en fonction des situations. Et tout ceci doit être pris en compte. Et dans leur pays, tel que je le reconnais, avant d'administrer ceci, ils l'ont testé sur la population dans ces localités qu'ils connaissent pour avoir un résultat qui est bien attendu. Nous ne l'avons pas encore fait. Nous ne l'avons pas encore fait. Ils l'ont fait pour leur population parce qu'ils étaient à un taux très élevé. Mais nous aussi, même si on devait l'octroyer, il nous faut une phase de latence. On est obligé de passer à ces étapes-là pour nous rassurer que ceci marche ou bien ne marchera pas. Alors, jusqu'à quel taux, quel pourcentage auriez-vous recommandé qu'on essaie un vaccin, sachant que, par exemple, avec Patoroyo, le Colombien, le professeur Patoroyo à l'époque, avec 25% sur un vaccin contre le palu, certains ont dit, mais il faut essayer même si c'est 25%. Voilà. Bon, je me dis que le pourcentage que l'on va atteindre pour essayer, souvent je me dis que ça dépend de la localité et de l'évolution de la maladie. Parce que la situation où les gens qui utilisent tel vaccin sont, est-ce que réellement nous sommes là-bas ou pas? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'à la place de se faufiler ou bien de se précipiter pour prendre ce vaccin-là, on n'avait pas d'autres nécessités qu'ils ont déjà conquis? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Parce que les frigos réfrigérants, donc à grand froid, qui coûtent au minimum le moins 83 millions et quelques, en acheter combien pour tout le Sénégal, c'est déjà un problème. Alors, le coût, le temps est presque le coût d'une vaccination de cette ampleur. Bon, là, nos dirigeants nous disent qu'ils ont dans ce programme qu'on appelle COVAX, donc dirigé par l'OMS, l'OMS, je veux dire, dirigé par l'OMS, je veux dire, l'Organisation mondiale de la santé, et il facilite l'obtention des vaccins dans les pays qui sont sous-développés. De ce fait, on ne nous fixe même pas de prix. Par exemple, les gouvernants, souvent, ils ne nous parlent pas du prix en tant que tel. Ils disent que, par exemple, ils ont cette initiative-là. Ce qui est derrière, souvent aussi, on le comprend pas. Et souvent, si tu es aidé par quelqu'un pour obtenir ceci, il fait le choix à ta place. Oui. Il risque de faire le choix à ta place. Et ce qu'il te donne, est-ce que c'est réellement ce qui est adapté pour ton pays ou pas? Ça, c'est une question qu'on doit se poser là-bas. Votre dernière recommandation, si vous en avez une pour le gouvernement? Moi, si j'avais vraiment une recommandation à dire pour cette maladie-là, c'est que l'on continue à essayer de débloquer les moyens pour augmenter notre plateau médical. Pour qu'on puisse faire le maximum de tests et essayer vraiment donc d'éradiquer ou bien donc de soigner ceux qui ont la maladie. Les mesures barrières aussi. On parle de port de masque, mais on sait très bien qu'aujourd'hui la majeure partie des Sénégalais ne le font pas correctement. Et parfois c'est les conditions qui ne le permettent pas. Parce que respirer, rejeter du CO2 qui est le gaz carbonique, et le réabsorber de façon continuelle pendant des heures, c'est pas aussi facile. Ça, on le sait. Donc, parfois, les conditions ne le permettent pas. Aujourd'hui, vous voyez nettement ce qui se passe avec donc, le couvre-feu. À l'heure de la descente, si vous voyez les gens, la façon dont ils rentrent, et les véhicules, la façon dont ils sont remplis, pour que les gens se faufilent à rentrer, moi, je me dis que ça fait partie même de ce qui a augmenté la maladie ces derniers jours-là. Là, je le dis clairement. Parce que si les gens rentraient paisiblement un à un, je me disais que ça allait être même moins apaisé pour le regroupement. Donc le couvre-feu est un facteur aggravant, selon vous? Contre-productif, en tout cas. Quand j'ai observé le premier jour du couvre-feu à la descente, vers 20h30 au niveau de la RTS, les gens rentraient. Voyant même la route qui mène vers Liberté 6, des voitures qui ne passaient pas là-bas, des cars rapides, qui se permettaient de prendre des clients et demander 500 francs, là où les condos prenaient 200 ou autres, pour les clients. Des taxis qui demandaient 3000 francs pour aller à Liberté 6. Les gens se faufilaient, les masques, on les contrôlait même plus. Chacun cherchait comment rentrer. Je me disais que ceci, ça ne fera qu'augmenter la chose.
mais ça ne pourra pas la diminuer. Mais est-ce que vous avez quand même, vous êtes un scientifique, est-ce que c'est juste une observation empirique ou par intuition que vous le dites? Non, c'est-à-dire... Parce que comme vous êtes un scientifique, Ouais. vous ne pouvez pas dire qu'il y a une incidence sur le couvre-feu si vous ne pouvez Déjà, pas le prouver. Exactement. Parce que, comme vous le dites, la transmission de la maladie, nous l'avons compris. La maladie se transmet au niveau des ouvertures. Les ouvertures, c'est où? C'est la bouche, c'est au niveau les yeux. du nez, les yeux. Mais plus on se rapproche, plus on a la chance de le transmettre. Plus on est éloigné, plus on a la chance de ne pas nous transmettre la maladie. Ça, on le sait. Donc, dès que je vois qu'il y a des regroupements fréquents presque dans toutes les villes, dans toutes les localités de Dakar, je me dis que mais il y a lieu de s'inquiéter. Je me suis basé sur cette logique-là pour dire que ceci, si la transmission est toujours, comme on l'avait dit, passant par les voies aériennes et autres, ceci ne fera qu'augmenter, mais ne va pas diminuer la chose. Professeur Cheikh Lo, vous êtes biochimiste, biologiste à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Barkaba, merci. Merci à vous aussi de nous avoir reçus chez vous. Merci beaucoup.